conférence de presse du 19 mars 2025, déclaration liminaire. La Constitution de la 5e République n'instaure pas un régime parlementaire, mais institutionnalise et consacre une dictature personnelle et militaire déguisée. Lors de la conférence de presse du 15 mars 2024, l'Alliance nationale pour le changement ANC a dénoncé et condamné le coup d'État constitutionnel en cours au Togo avec une partie de la commission des lois de l'Assemblée nationale qui procédait en toute clandestinité à l'étude d'un texte en vue de doter notre pays d'une nouvelle constitution taillée sur mesure pour maintenir indéfiniment son citoyen au pouvoir. Malgré le rejet sans appel des populations togolaises et les nombreuses protestations et réprobations exprimées par les acteurs politiques et la société civile, tant sur le territoire national qu'à l'étranger dans la diaspora, ce texte frappé d'illégalité et d'irrecevabilité a fini par être promulgué après son adoption par un groupuscule de députés au mandat expiré en violation flagrante de la Constitution du 27 septembre 1992. Le régime RPD uni a ainsi commis une forfaiture aggravée qui fait injure à la dignité et à la souveraineté du peuple togolais et contre laquelle les Togolaises et les Togolais doivent se dresser. D'autant plus que le texte de la prétendue nouvelle Constitution se révèle un tissu d'incohérence et d'inconduité qui viole les principes fondamentaux du régime parlementaire dans lequel le pouvoir RPD prétend faire basculer le Togo. C'est à cette situation que répond l'initiative Police-Noire ANC, les LDR et les organisations de la société civile d'organiser une résistance farouche contre la forfaiture trouvée l'imposture que le régime de Faure Gnassingbé affiche impunément dans notre pays et à la face du monde. L'objet de la présente conférence de presse est de mettre en exergue une fois encore certaines des incohérences et incongruités les plus frappantes, concentrées notamment dans les articles 50 et 54, et qui rendent insoutenable et inacceptable la prétendue nouvelle constitution de la RPD. L'article 50 relatif aux attributions du président du Conseil stipule, je cite, le président du Conseil, chef du gouvernement, préside les conseils des ministres, est le chef suprême des armées, dispose de l'administration, exerce l'autorité de commandement sur les forces armées et les forces de sécurité, détermine et conduit la politique de la nation, définit la politique étrangère et représente l'État dans la conduite des relations internationales, assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, nombreux emplois civils et militaires, accorde la grâce dans les cas individuels et commune les peines dans des conditions prévues par une loi organique. Ça, c'est l'article 50. Dans l'analyse objective et rigoureuse de cet article, il ressort 1. Concentration excessive du pouvoir exécutif. L'article 50
attribue au président du Conseil une concentration de pouvoir très étendue, ce qui pose la question de l'équilibre des pouvoirs dans la nouvelle architecture institutionnelle. Le président du Conseil cumule les prérogatives traditionnellement réparties entre le chef de l'État et le chef du gouvernement, d'où une quasi-inexistence des contre-pouvoirs. 2. Effacement du rôle du président de la République. Dans de nombreux régimes parlementaires, le chef de l'État, souvent un président ou un monarque, conserve certaines attributions essentielles, comme la nomination du Premier ministre, l'arbitrage institutionnel ou le rôle de garant de la Constitution. Or, ici, l'article 50 vide de sa subsistance le rôle du président de la République en plaçant toutes les décisions exécutives entre les mains du président du Conseil. 3. Militarisation du pouvoir exécutif. Le président du Conseil est qualifié de chef suprême des armées et dispose de l'autorité sur les forces armées et de sécurité. Une telle concentration des pouvoirs militaires entre les mains du chef du gouvernement renforce le risque d'un exécutif autoritaire. Dans un tel État démocratique, il est essentiel de préserver un contrôle civil et parlementaire sur l'armée pour éviter des dérives autocratiques. 4. L'absence de mode pouvoir clair. Le texte, l'article 50, ne mentionne aucun mécanisme de contrôle ou de limitation des pouvoirs du président du Conseil. L'absence de tels garde-fous affaiblit la séparation des pouvoirs et compromet l'équilibre institutionnel. 5. Un pouvoir réglementaire et législatif étendu. Le président du Conseil assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire. C'est ce qui est écrit dans l'article 7. Ce qui est habituel dans un régime parlementaire. Toutefois, il peut aussi nommer aux emplois civils et militaires et accorder la grâce, ce qui nous rapporte d'un chef d'État disposant de prérogatives discrétionnaires. La concentration de ces fonctions restreint l'indépendance de l'administration publique et de la justice. 6. Politique étrangère et représentation de l'État. L'article 50 attribue également au président du Conseil la conduite des relations internationales. Ce choix institutionnel pose question car, dans de nombreux systèmes parlementaires, la politique étrangère relève en partie du chef d'État ou d'une autorité distincte du chef du gouvernement, notamment pour assurer une continuité diplomatique. 7. Comparaison avec d'autres systèmes politiques. Dans les régimes parlementaires classiques, le Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, par exemple, le chef du gouvernement ne détient pas un pouvoir aussi large. Il est généralement encadré par un président ou un monarque qui conserve des prérogatives de nomination, de dissolution du Parlement ou de représentation internationale. L'article 50 s'écarte ainsi
des standards démocratiques parlementaires en concentrant le pouvoir exécutif et militaire entre les mains d'une seule personne. Au total, l'article 50 de la Constitution de la République confère au président du Conseil des pouvoirs très étendus, réduisant les contre-pouvoirs, ce qui affaiblit la démocratie. L'absence d'un partage clair de compétences avec le président de la République et d'un contrôle parlementaire effectif renforce les inquiétudes sur la concentration du pouvoir. La voie est donc grandement ouverte aux dérives autoritaires. S'agissant de l'article 54 de la même Constitution, il stipule, je cite, le président du Conseil, après délibération du Conseil des ministres, peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme. Si le gouvernement n'obtient pas l'approbation de la majorité des membres de l'Assemblée nationale, le président du Conseil prononce la dissolution de l'Assemblée nationale dans les 30 jours selon les dispositions de l'article 51 de la présente Constitution. C'était fort. Ça, est-ce que tout le monde a suivi? Sur le plan. Si le gouvernement, alors, on va reprendre l'article. Le président du Conseil, après délibération du Conseil des ministres, peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme. Si le gouvernement n'obtient pas l'approbation de la majorité des membres de l'Assemblée nationale, le président du Conseil prononce la dissolution de l'Assemblée nationale dans les 30 jours selon les dispositions de l'article 51 de la présente Constitution. Le droit de dissolution s'éteint dès que le parti ou la coalition politique majoritaire à l'Assemblée nationale a transmis au bureau de l'Assemblée nationale le nom du nouveau président du Conseil désigné conformément à l'article 48 de la présente Constitution. L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion transmise au bureau de l'Assemblée nationale par le parti ou la coalition de partis politiques majoritaires à l'Assemblée nationale n'est recevable que si elle est signée par les 2/5 au moins des membres composant l'Assemblée nationale et indique le nom du nouveau président du Conseil désigné. Mais la motion de défiance est votée à la majorité des 3/4 des membres de l'Assemblée nationale. Des 3/4. C'est pas quasiment impossible. Une analyse objective et rigoureuse de cet article fait ressortir 1. Ambiguïté sur le régime parlementaire. Le régime parlementaire repose sur un équilibre entre l'exécutif et le législatif, notamment par la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Or, l'article 54 introduit une asymétrie en faveur du gouvernement. 2. Le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale, une arme de dissuasion. L'alinéa 2 stipule que si le gouvernement ne reçoit pas l'approbation
de la majorité de l'Assemblée nationale, le président du Conseil prononce la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce mécanisme inverse la logique parlementaire classique, où un gouvernement mis en minorité doit normalement démissionner. Ici, au lieu d'une sanction du gouvernement, c'est l'Assemblée qui se trouve censurée. Puisque si l'Assemblée rejette la responsabilité du gouvernement, c'est l'Assemblée qui est dissoute. De plus, le régime RPD ne s'embarrasse pas d'outrager à la République le peuple togolais en créant une situation qui permet à un non-élu de dissoudre une Assemblée nationale composée d'élus. Affaiblissement du contrôle parlementaire. L'Assemblée ne peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement que par une motion de défiance. Mais cette motion doit être recevable. Pour que cette motion doit être recevable, doit être signée par les 2/5 des députés et surtout adoptée par une majorité qualifiée de 3/4. Ce seuil est particulièrement élevé et rend quasiment impossible la destitution du gouvernement. Dans un régime parlementaire classique, une majorité absolue suffit pour renverser un gouvernement. Pas une majorité qualifiée. 4. Un premier ministre doté de pouvoirs renforcés. Cette situation confirme la concentration des pouvoirs entre les mains du président du Conseil et empêche la liberté d'expression et les débats démocratiques. Le président du Conseil a un pouvoir considérable sur l'Assemblée. En effet, il peut engager sa responsabilité sur son programme, mais sans réel risque, puisque s'il échoue, il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Il a un moyen de pression dissuasive sur les députés qui hésiteront à voter contre le gouvernement par une bonne de dissolution. Cette concentration de pouvoir entre les mains du président du Conseil le rapproche d'un chef d'État dans un régime présidentiel, alors même qu'un régime parlementaire devrait au contraire encourager la prééminence de l'Assemblée. Au demeurant, le régime parlementaire repose sur un équilibre entre l'exécutif et le législatif, notamment par la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Or, ici, l'article 54 introduit une prédominance en faveur du président du Conseil. 5. Comparaison avec les régimes parlementaires classiques. Dans un véritable régime parlementaire, le gouvernement doit avoir la confiance de la majorité de l'Assemblée nationale pour gouverner et démissionner s'il en perd. Le gouvernement doit avoir la confiance de la majorité de l'Assemblée nationale pour gouverner et démissionner s'il perd cette confiance-là. Le droit de dissolution est généralement à la discrétion du chef de l'État ou du Premier ministre, mais il n'est pas utilisé comme une conséquence automatique d'un vote négatif sur le programme du gouvernement. La mise en cause de la responsabilité du gouvernement est accessible avec une majorité absolue
et non un seuil exorbitant de 3/4 des députés. Dans la Constitution de la République, les mécanismes institués affaiblissent le principe fondamental du régime parlementaire. En l'occurrence, la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. L'article 54 consacre la neutralisation de l'Assemblée nationale en rendant pratiquement impossible la censure du gouvernement. En témoigne le droit de dissolution systématique en cas de rejet du programme du gouvernement et le seul délibérément élevé pour voter une motion de défiance. L'Assemblée nationale retrouve ainsi sa fonction principale d'étant du RPT parti public une chambre d'enregistrement. Conclusion. La nouvelle constitution du régime RPT unique n'instaure pas un régime parlementaire comme il le prétend. Il s'agit d'un régime hybride, en réalité bâtard, dominé par un exécutif autocratique placé entre les mains d'une personne non élue appelée président du Conseil des ministres. Un régime qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde et qui est spécialement conçu pour institutionnaliser et pérenniser la dictature qui régente le Togo depuis l'assassinat de son premier président. Voilà pourquoi les Togolaises et les Togolais sont appelés à faire preuve de vigilance et de résilience pour ne point laisser passer une telle forfaiture, une telle imposture. Nos passerons. Voilà pourquoi nous devons adhérer massivement à la plateforme de salut récemment mise en place par l'ANC, l'RDR et les organisations de la société civile pour mobiliser les populations en vue de faire face aux dérives d'un régime décadent. Voilà pourquoi nous devons nous mobiliser massivement pour prendre part au meeting prévu dimanche prochain, le 23 mars 2025, au meeting à Cassine. Faites à le 19 mars 2025 pour le groupe national, le président national Jean-Pierre Farr. Je vous remercie.